Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, Rémi Cardon, sénateur de la Somme, Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, je précise, parce qu'il faut dire le .gouv et .fr, Bernard Payès, directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL, et Christian Poyot, PDG de Micropole, coprésident de la commission Mutation technologique et impacts sociétaux du mouvement des entreprises de France. Je l'ai bien dit, j'ai tout bon. Je parlais de chiffres et je vais peut-être commencer avec vous, Jérôme. Tiens, on pourrait aussi bien comprendre de quoi on parle, en fait, de faire l'état des lieux. 280 000 demandes d'assistance, je crois, qui arrivent jusqu'à vous sur la plateforme. Combien émanent des entreprises ? Alors 280 000, c'était le chiffre de l'année dernière, ouais. Donc tout public confondu, que ce soit particulier, entreprise ou collectivité. Et depuis la création du dispositif il y a maintenant 6 ans, on est à peu près sur les mêmes tendances. On a 90% de particuliers qui font les parcours d'assistance, environ 7-8% d'entreprises et 2-3% de collectivités. Donc la proportion, elle ne change pas. Par contre, les chiffres bruts, ils augmentent, puisque vous l'avez dit, c'était 280 000 parcours l'année dernière. C'était il y a 2 ans 173 000, c'était il y a 3 ans 115 000, c'était 86 000. Après, je m'arrête, parce qu'on va revenir à la naissance et à la genèse. Mais voilà, donc on voit effectivement la courbe augmenter. Voilà, la courbe qui augmente. Nous, on a la prétention d'avoir une analyse là-dessus. 2 raisons principales. La première, c'est l'augmentation de la menace. On en a un petit peu parlé pour plein de raisons. Les données qui sont détenues par les professionnels. Et puis une augmentation de notre notoriété aussi. Les gens ou les entreprises, les professionnels, de plus en plus facilement viennent sur notre plateforme pour chercher de l'assistance. Finalement, c'est la démonstration, Christian, que personne, que ce soit les grands groupes, les petites entreprises, personne n'est à l'abri. Pourquoi est-ce qu'elles ne se sentent pas, justement, toujours concernées, ces entreprises, par une attaque potentielle ? Alors, bonjour à tous. Ah, ça recommence. Un petit problème de micro. Bonjour à tous. Je vais déjà commencer par vous remercier de votre présence. On est très heureux de vous accueillir au nom du MEDEF. C'est la 10e REF. Voilà, c'est toujours un événement important pour nous. On cherche à sensibiliser les entreprises françaises sur le côté du digital, du numérique. Vous avez cité la commission que je co-préside. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation numérique des entreprises françaises en abordant tous les sujets. Puis je remercie Michel Van der Berg et le campus cyber de nous accueillir. Bon. Sur le sujet de menaces cyber, vous avez cité les chiffres que nous avons effectivement réalisés, l'enquête que nous avons réalisée il y a peu de temps. Moi, je vois le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'effectivement, et on est sur le sujet depuis longtemps, les entreprises, en tout cas avant le Covid, étaient très peu sensibles à ce genre de choses. Aujourd'hui, la très grande majorité a compris que la menace existait. Maintenant, comment est-ce qu'elles peuvent la traiter ? Ça, c'est un autre sujet. Alors, il y a différents points. Il faut bien comprendre que traiter une menace cyber, déjà, c'est du temps et de l'argent, ce qui n'est pas toujours le levier dont disposent principalement les entreprises françaises, surtout les petites et moyennes entreprises. Parce que traiter une menace cyber, on sait bien que c'est un intérêt, mais ça n'a pas d'intérêt sur le business plan. Enfin, en termes de rentabilité, ça génère strictement rien. C'est des coûts et qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires complémentaire. Donc ça, c'est quand même un impact pour elles qui est assez significatif. Bon. Et puis après, c'est comment elles peuvent s'en prémunir en disant, OK, qu'est-ce que j'utilise comme outil, qu'est-ce que j'utilise comme partenaire, etc., etc. Et ça, c'est toujours assez compliqué. Mais franchement, on a vu une augmentation de la prise en compte de la mesure du risque significative. En ce qui nous concerne, MEDEF, on avait lancé en 2016 un diagnostic cyber, ça fait quand même quelques années, voilà, et on ne peut que s'en féliciter. Donc encore une fois, soyons positifs. Et le message que je voudrais donner peut-être en premier lieu et qu'on donne à chaque fois, oui, il y a une menace, elle est importante, elle peut être létale pour les entreprises, mais il ne faut surtout pas arrêter la transformation numérique, ça serait gravissime. Quand vous construisez un entrepôt, vous mettez une porte blindée, personne ne se pose la question. Quand vous faites un système informatique, il faut mettre en place de la sécurité, c'est absolument évident. Donc prise en compte, oui, difficulté à la traiter, on va en reparler certainement, mais je pense que tout ça avance quand même positivement. Alors justement, Rémi Cardon, vous êtes à la commission des affaires économiques au Sénat. Quand on voit ces statistiques, les chiffres qu'on a donnés, on se dit que finalement, personne n'est à l'abri. Je parlais tout à l'heure des TPE. Un petit entrepreneur au fin fond des Vosges ou de la Somme peut justement être cyberattaqué et n'en a pas forcément encore totalement conscience. Oui.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un point important à prendre en compte et on l'a pris d'ailleurs, on l'a pris le sujet à bras-le-corps au Sénat puisqu'on a fait un rapport pendant plus de 6 mois où on a auditionné tous ces acteurs qui sont à côté de moi, mais aussi dans la salle certainement. Et donc, on a aussi fait le point un peu sur la situation, sur le fait que les grands oubliés de cette histoire sont les TPE, PME qui forcément sont fragiles, plus vulnérables, n'ayant pas les services adéquats, n'ayant pas on n'a pas de moyens. DSI, de RSSI. Exactement. Et donc, du coup, on a travaillé fortement là-dessus en faisant un certain nombre de propositions. Et donc, je suis ravi effectivement d'être parmi vous pour cette matinée, en particulier sur ce sujet qui me tient à cœur, le chemin est encore long. Il y a des choses qui ont émergé depuis le rapport, comme le cybercampus par exemple, qui est un lieu, à mon avis, qu'il faut faire vivre pour faire connaître le sujet. Et puis aussi, maintenant, c'est comment on alimente les territoires, comment on alimente effectivement le boulanger de tel territoire, parce qu'en fait, tout le monde est touché, tout le monde est vulnérable. Et puis, on a appris lors des auditions que quand les cybercriminels souhaitent atteindre en fait, un grand groupe ou autre, ils passent par la fenêtre. Et des fois, c'est par les sous-traitants et par les PME, les TPE qui travaillent avec ces grands groupes. Donc, il faut être toujours vigilant là-dessus. Et c'est en ce sens qu'on a produit en tout cas ce rapport en ayant comme conscience et une envie de faire connaître le sujet à la fois dans tous les clubs d'entrepreneurs, dans tous les syndicats professionnels, etc. Oui, il faut vraiment diffuser l'information le plus largement possible pour aller jusque chez le boulanger dont vous parliez tout à l'heure. Bernard Payès, quand des entreprises sont attaquées comme ça, alors c'est souvent pour prendre de l'argent évidemment, soit c'est plus massif et c'est peut-être ça aussi qui est important de rappeler, ça peut mettre à mal toute l'économie alors locale, mais aussi l'économie d'un pays. Quand par exemple on a 10% des PME qui sont à l'arrêt, c'est les grands groupes aussi qui peuvent être affectés. Donc on se rend compte qu'il y a un effet boule de neige. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger finalement ? Alors, nous, à la CNIL, donc on vient compléter, enfin, on poursuit évidemment les mêmes objectifs que tout le monde ici. Effectivement, on a un objectif avec la loi informatique et liberté depuis 45 ans de sécuriser les données personnelles de tout le monde, donc dans toutes les entreprises, donc tout le monde est effectivement concerné. Je pense que l'exemple que vous citez, on a tous en souvenir la grande attaque sur Saint-Gobain à l'époque, qui avait complètement paralysé Saint-Gobain et toute sa chaîne de sous-traitance, et qui a été quand même, je pense, aussi une prise de conscience il y a peut-être maintenant 6 ou 7 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est sûr que ça a des effets massifs. Le point qui est important aussi pour nous, c'est 2006 2017, oui, ça, il y a 6 ans, tout à fait. Et c'est sûr que nous, on est aussi vigilants aux impacts que ça a sur les personnes. Il faut avoir conscience que ça touche des entreprises, ça touche des sous-traitants, ça touche des fournisseurs, mais ça va toucher aussi les clients, les utilisateurs. Et nous, notre rôle à la CNIL, c'est évidemment d'accompagner les entreprises pour qu'elles traitent aussi ces risques-là. Et alors justement, ce que vous faites, c'est que vous avez... Alors, je sais que le mot n'est pas... Voilà, n'est pas exceptionnel, mais ça s'appelle la violation du trimestre. C'est ce que vous publiez régulièrement. Ouais. Alors, c'est un état des lieux avec des exemples concrets de fraude au président, par exemple. Et je pense que ceux qui sont dans la salle ou qui nous écoutent en distanciel en ont déjà entendu parler. Là, du coup, les entrepreneurs se disent « Ah oui, ça n'arrive pas qu'aux autres ». Combien il y en a, par exemple, de fraude au président par an ? Alors, de fraude au président, j'ai pas le chiffre exactement, mais nous, on en reçoit plusieurs, je pense, plusieurs centaines. C'est un exemple, je pense que c'est très illustratif. Il y a plusieurs besoins, en fait. Pour les PME, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles sont concernées. Donc, c'est un peu ce que cybermalveillance fait, ce que nous, on essayait de faire avec ce terme pas très bien choisi, mais c'est le terme légal, c'est une violation de données personnelles. On le retient, voilà. Au moins, on le retient. Voilà. Et essayer de prendre des cas, en fait, qui nous arrivent en vrai, pour montrer que voilà ce qui arrive. Donc la fraude au président, c'est évident, c'est le président de l'entreprise, c'est une vulnérabilité que les attaquants connaissent très bien, parce que c'est quelqu'un qui veut aller vite, qui est efficace et qui a des schémas de fonctionnement qu'on peut attaquer. Mais on a aussi dans ces violations du trimestre le cas du développeur stagiaire à qui on a demandé de faire quelque chose et qui a mis une base de données sur un espace de stockage dans le cloud, et pas de chance, cet espace de stockage, il a oublié de mettre un mot de passe, une authentification, et du coup la base de données, elle a été accédée par plein de personnes. Donc
Donc dans l'entreprise, voilà, tous les schémas peuvent arriver du plus haut à tout en bas, et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux dirigeants. Je pense. Alors tout peut arriver effectivement dans l'entreprise, et pourtant, pardon d'en revenir aux chiffres, Jérôme, ce qui est étonnant, c'est qu'on constate qu'il y a un peu moins d'une entreprise sur deux, je crois que c'est 40%, qui investit aujourd'hui dans sa cybersécurité. Pourquoi ? Par méconnaissance ? Alors, avant de répondre à votre question, pour connaître, en tout cas de notre point de vue, le nombre d'arnaques fraude au président, je vous réfère à notre rapport d'activité tout fraîchement publié la semaine dernière, où je crois, je me trompe peut-être, mais au moins vous serez allé sur notre site. Oui, de mémoire. C'est plusieurs milliers, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais par contre, cette cybermalveillance est rentrée en 6e position, je crois, l'année dernière. En tout cas, les entreprises sont venues beaucoup plus sur notre plateforme pour chercher de l'information, ou en tout cas potentiellement de l'assistance sur la fraude au président. Donc c'est quelque chose qui est vieux, très très vieux, hein, l'ingénierie sociale de la fraude au président, c'est pas nouveau, mais par contre voilà, on a une émergence. Et puis pour terminer sur le rapport d'activité, les rançongiciels ont été en baisse l'année dernière, et ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Après les 40%, j'étais la semaine dernière à Bordeaux, il y avait un chef d'entreprise de 6 personnes qui faisait de la réparation d'électroménagers, et il a été victime 2 fois de rançongiciel en 2021 et quelques temps après, quand bien même il n'ait pas payé la rançon la première fois. Et il disait, pourquoi moi ? Alors une fois qu'il a eu l'impact physique et psychologique de cette menace sur son entreprise, il partageait le mot comme quoi il était un petit peu fier d'être ciblé par les cybercriminels, mais au final non, il n'est pas ciblé puisque, comme toute entreprise, et on l'a déjà dit ce matin, il détenait de la données personnelles, il pouvait potentiellement payer une rançon. Là encore, il a bien fait, il n'a pas payé la rançon. Mais voilà, donc il n'y a pas aujourd'hui de prise de conscience, même si les parlementaires, et ça c'est ce qui peut nous permettre d'être assez optimistes. Les parlementaires aujourd'hui ont bien compris les enjeux de cybersécurité pour la résilience de l'économie nationale, et donc avec les rapports qui sont publiés, avec potentiellement de la loi, moi en tant que citoyen je crois beaucoup à l'impact de la loi, RGPD et autres ont fait progresser énormément les choses. Voilà, on peut considérer que comme Christian l'a dit, voir les aspects positifs, de plus en plus d'entreprises ont conscience de risques cyber, et donc c'est la première étape, évidemment, la prise de conscience qui va permettre ensuite qu'elles mettent les moyens pour se protéger. Donc il faut encore peut-être accélérer, Christian. On est en retard sur cette transformation numérique par rapport peut-être ne serait-ce qu'aux autres pays européens. Hein. Je crois que si on regarde les classements, on est 13e, c'est ça, 13e ? Oui, au point de vue global, la transformation numérique, pas uniquement sur la partie cyber, effectivement, malheureusement, les entreprises françaises sont à la traîne, un petit peu, enfin pas là où elles devraient être. On est très early adopteur à titre personnel, mais les entreprises ne donnent pas suffisamment. Bon. C'est paradoxal, parce qu'on a un très grand savoir-faire en la matière. Oui. Alors, je ne vais pas prendre une cassette classique du BNF en disant que les entreprises françaises sont moins rentables que leurs concurrents, elles ont moins d'argent pour investir. Alors, ça fait sourire, évidemment, mais c'est quand même une réalité. Hein. C'est un point très, très important. Après, ce qu'on essaye de dire, une fois qu'on a fait cette remarque, c'est de dire aux entreprises, surtout aux petites ou aux très petites, il y a déjà des choses très basiques que vous pouvez faire et qui coûtent quasiment rien. Faire des sauvegardes, bon, il faut acheter le système de sauvegarde, enfin, c'est pas quand même des millions. Changer les mots de passe de temps en temps, puis pas mettre 1, 2, 3, 4, 5. Former les gens à faire attention au phishing, des choses comme ça. Mettre à jour son système d'exploitation. C'est des choses qui ne coûtent rien quasiment. Et si on fait ça, déjà, je ne dis pas qu'on règle la menace. De toute façon, la menace, ça n'est jamais réglée. On voit des très très grandes entreprises qui se font attaquer. Donc par principe, il n'y a pas de réponse à 100%. Mais on réduit déjà sensiblement. C'est ce que disait Michel Vandenberg tout à l'heure. Quand un voleur arrive, il y a une porte blindée, une porte pas blindée, il va sur la porte pas blindée. Donc si elle est blindée, même sans être hyper blindée, on y va un petit peu moins. D'où l'idée, et on en reparlera je crois en début d'après-midi, on a lancé Alerte Cyber, qui est un dispositif effectivement qui vise à toucher toutes les entreprises les plus modestes, et qui d'ailleurs est destiné aussi aux collectivités. L'Association des maires de France a relayé ces alertes qui sont émises par cybermalveillance et l'ANSSI, voilà, pour sensibiliser ça. Mais encore une fois, vous voyez, le message c'est de dire...
il n'y a pas besoin d'acheter des systèmes qui font des millions et que vous ne maîtrisez pas. Prenez déjà un certain nombre de mesures simples. Vous allez déjà réduire un petit peu la menace, quelle que soit la taille de votre entreprise. Rémi Cardon, vous parliez justement de ces dispositifs que vous avez commencé à essayer de mettre en place pour venir en soutien aux entreprises sur ces questions de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à porter leurs fruits ? Qu'est-ce que vous avez pu tout de suite... Comment on a influencé la feuille de route du gouvernement, c'est ça que vous entendez Par exemple. Bon, vaste sujet, je ne ferai pas de commentaires sur l'actualité, mais par contre, sur la partie cyber, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques évolutions, des pistes en tout cas, peut-être que Jérôme me soutiendra en la matière, sur des formations... Je ne peux que te soutenir tout le temps. Vous voyez, pourtant on n'a pas mangé ensemble avant. Mais du coup, sinon sur le... C'est pour après le déjeuner, c'est normal. Non, sur cette partie-là, on a effectivement, nous dans le rapport, centralisé en 3 axes. Et j'espère que le gouvernement va essayer de suivre un peu cette feuille de route. Alors, le fameux 3 axes, c'est très simple. Tester, alerter, protéger. Tout le monde connaît avec la Covid-19, mais... ça marche aussi en cybersécurité. Ça marche aussi en cybersécurité. Tester parce qu'il faut renforcer la résistance de nos entreprises, donc qu'ils puissent faire des tests, des exercices, et puis alerter, conseiller, former sur, et là j'insiste sur la formation, puisqu'on sait aussi que, et ça a été dit, un salarié lambda dans une entreprise peut être aussi le maillon faible de cette histoire, juste parce qu'il y a un manque de connaissances, et donc peut être poussé à l'erreur, sans forcément que ça soit conscient en fait de la gravité du moment. Et donc le dernier, effectivement, protéger les ETI et PME TPE, c'est effectivement donner des outils adaptés en la matière. Et donc on a fait le choix aussi des crédits d'impôt peut-être sur la partie formation, sur la partie outils, et qu'on fasse aussi évoluer, ça a été dit, sur la partie des collectivités territoriales, la commande publique en la matière pour faciliter tout ça. Et donc on va dire on est force de proposition. Il y a des choses qui se montent quand même. Il y a à la fois le cybercampus, mais tous les centres régionaux qui poussent petit à petit. Donc il y a une dynamique qui s'installe en France. Maintenant, c'est comment on accélère le pas pour rattraper le retard quand même, ça a été dit, par rapport à d'autres pays. Et puis on voit que le site de l'Assemblée nationale a été bloqué encore hier. Je pense qu'effectivement on a tout intérêt, collectivement, collectivités et entreprises, avancer main dans la main pour faire face à ces différentes attaques. On va parler du retard dans un instant, mais je voudrais revenir effectivement à cette protection. Elle se fait aussi peut-être, et ça j'imagine que ça n'est pas la CNIL qui va me contredire, de l'intérieur. On parlait des mots de passe. Voilà, il y a des choses élémentaires finalement à faire de manière régulière, récurrente. La longueur des mots de passe, faire attention à l'ouverture des mails. Finalement, plus on va mettre de barrières entre le hacker et l'entreprise, plus il va se détourner et essayer de trouver ailleurs une porte d'entrée. Oui, tout à fait. Je pense que vraiment, les mesures élémentaires, c'est ce qu'il faut faire. Donc effectivement, les sauvegardes hors ligne pour se protéger des rançongiciels. C'est pas compliqué. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui pense de temps en temps dans l'entreprise. Enfin, il faut pas. Voilà, il faut avoir ou un expert extérieur. Le cybermalveillance liste tous les experts qui peuvent aider les entreprises à faire ça. Les politiques de mots de passe, toutes les briques d'authentification. Aujourd'hui, on voit bien, notamment avec l'utilisation du cloud, que la partie sécurité elle-même du data center, etc., ça va être géré par le fournisseur. Par contre, on va essayer de rentrer effectivement par le mot de passe et de récupérer un mot de passe d'une personne qui a des privilèges. Et puis, évidemment, tous les flux entrants, les emails, c'est sûr que c'est la porte d'entrée, c'est la grande porte d'entrée dans l'entreprise. Donc, c'est là où il faut un tout petit peu réfléchir effectivement à ce qu'on peut faire pour sécuriser. Avant de cliquer. Avant de cliquer, avec des services très basiques, il y a des gens qui vous proposent des services de fausses attaques, qui vous permettent de voir assez vite quel est le taux de personnes dans votre entreprise qui a cliqué et du coup de savoir si vous devez déclencher une action de formation interne pour dire attention, on n'est pas du tout au bon niveau et on s'expose très fortement.
Alors, vous parliez de retard, justement. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper le retard ? On a vu que la prise de conscience, puisque les chiffres ont commencé à s'inverser entre les entreprises qui se dotent de systèmes de sécurité et celles qui ne le font pas, on voit que la prise de conscience est là. Qu'est-ce qui bloque encore ? Est-ce que c'est tout simplement parce que une partie des entrepreneurs, Jérôme Notin, ne sait pas par où commencer ? Je crois que vous aviez fait une étude là-dessus. On s'aperçoit que 65% d'entre eux n'ont pas compris les enjeux et disent je ne sais pas gérer. L'étude avait un périmètre un peu plus réduit parce qu'on a très peu d'argent, donc on l'avait priorisé sur les collectivités où on a eu un financement exceptionnel dans le cadre de France Relance de l'ANSSI, mais qui n'avait vocation qu'à adresser le risque sur les collectivités. Mais je pense que par extension, ça marche aussi sur les entreprises. Ça marche aussi. Juste si je peux me permettre de revenir sur ce qu'a dit Christian et ce qu'a dit Michel Van der Berg ce matin. Moi, il y a une politique que nos amis britanniques revendiquent, qui est un concept qui est Active Cyber Defense, et qui dit il faut que comme les cybercriminels sont feignants et que leur champ des possibles est extrêmement large, il faut juste que globalement on soit un petit peu meilleur dans le Royaume britannique que, et ça c'est avant le Brexit, je pense que c'est encore exacerbé aujourd'hui, que les autres pays. Et si on avait cette volonté, appliquée concrètement en Europe, je pense que on aurait moins d'attaques. Après, pour revenir à votre question, comment faire un chef d'entreprise, on l'a évoqué aussi, il y a l'aspect sensibilisation, accompagnement, formation des collaborateurs. Donc notre dispositif publie depuis l'existence beaucoup de choses au format ouvert qui permet que chaque chef d'entreprise puisse reprendre ses contenus et en faire les siens, ces contenus CES pour en faire les siens et donc les diffuser. Et puis Bertrand l'a évoqué aussi tout à l'heure, on a créé un label avec nos membres qui permet, donc sur le volet technique, deux manières de se sécuriser, un volet humain, un volet technique, qui permet à un chef d'entreprise d'identifier dans ses territoires des prestataires de proximité que nous avons évalué tant sur les aspects remédiation que accompagnement à la sécurisation. Et je parlais de notre actualité, donc le rapport d'activité, une autre actualité de notre dispositif, et on compte vraiment sur les organismes de formation dans les territoires. Il y a maintenant 3-4 semaines, on a publié un référentiel de compétences qui est basé sur donc les compétences qui sont évaluées qui sont utilisés pour évaluer les prestataires. Et donc l'objectif, c'est de dire, comme on a aujourd'hui 200 prestataires labellisés, il en faudra beaucoup plus demain parce que les cyberattaques vont continuer à se développer, et la partie sécurisation, on espère que les chefs d'entreprise vont comprendre qu'il y a un vrai besoin là-dessus, donc il en faudra plus. Donc voilà, que les organismes de formation puissent prendre ce label créé en 2017, c'est ça 2020 2020, annoncé février. Alors on a travaillé, oui, on a commencé à travailler. L'idée 2017 et la création 2020. 1250 prestataires, c'est ça, et 200 déjà alors 1200 qui sont... Je fais bien le distinguo. C'est ça, qui sont en capacité d'aider les victimes pour la remédiation, mais cela c'est du déclaratif, on les a pas évalués. Et puis donc les prestataires labellisés avec l'AFNOR, avec les fédés, les syndicats qui représentent ces prestataires dans nos territoires. Donc on a travaillé sur ce label, donc un label porté par les parlementaires, que ce soit Sénat ou Assemblée, qui existe. Et puis, donc, notre actualité, je termine vraiment là-dessus, donc le référentiel de compétences qui a vocation à être utilisé par les organismes de formation pour faire que les prestataires qui font de l'informatique mais qui ne sont pas forcément très bons en cybersécurité puissent monter en compétences et potentiellement obtenir le label Expert Cyber. Ouais, donc des outils, et ça on l'a bien compris, on va y revenir du côté d'IMETEF, et aussi de la pédagogie, finalement, si j'entends bien ce que vous dites tous, on a vraiment besoin de faire cet effort d'évangélisation pour que un maximum d'entrepreneurs puissent se protéger. Oui, pour l'avoir vécu en ayant travaillé dans le privé, dans une grande entreprise, j'ai vu aussi l'évolution, notamment sur la partie RGPD, sur laquelle on a eu, tous les salariés confondus, ont eu une formation obligatoire. Je me demande si, formation de base, avec effectivement les précautions qu'il fallait prendre, etc. Je me demande s'il ne faut pas aller jusque-là. Alors, ça peut être très court, c'est un module avec des questionnaires derrière assez dynamique, de faire ça une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Je pense que c'est quelque chose de raisonné et qui a une importance, parce que pour toucher effectivement le grand public, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est
Je remercie forcément le travail de cybermalveillance de l'ANSSI et autres dispositifs qui met beaucoup d'énergie là-dedans. Mais il faut qu'on passe les différents cercles. Aujourd'hui, effectivement, on a tendance quand même à toucher effectivement les cercles des syndicats professionnels parce qu'ils arrivent à réunir un certain nombre d'acteurs, les clubs d'entrepreneurs. Mais ça veut dire qu'il y a une zone grise. Il faut basculer vers le grand public de plus en plus pour que vraiment qu'on ait un maximum de salariés qui prennent connaissance et conscience, et pas que les salariés, les chefs d'entreprise aussi, que tout le monde est vulnérable dans cette affaire. Et donc on a, à mon avis, tous intérêt d'être à peu près formés et avoir connaissance du danger. Sur cette question de la formation, Bertrand Oui, Payès. je voulais réagir sur le levier du RGPD. Je pense qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont mis en place des choses là-dessus. Alors, ça peut paraître très juridique, mais il y a quand même cette obligation de sécurité. Donc, il y a des organisations qui sont mises en place. On peut vraiment, enfin, pour nous, c'est vraiment un levier pour améliorer la sécurité. Et je sais que dans certains contextes, des gens sont plus sensibles à des contraintes légales. Donc voilà, je peux rappeler qu'au-delà de l'accompagnement, on met aussi des sanctions. La moitié de nos sanctions concernent la sécurité. On vérifie, quand on fait des contrôles, on vérifie toujours la sécurité. Donc c'est aussi, je pense qu'il faut vraiment manier, enfin nous on cherche vraiment à manier les deux, c'est-à-dire faire beaucoup de contenu pédagogique, soutenir toutes les initiatives. Et puis aussi expliquer qu'à un moment, la responsabilité des entreprises, de leurs dirigeants est parfois engagée et qu'il faut, et que le RGPD est déjà là, en fait, en attendant d'autres textes, pour les pousser à développer des formations et des actions. Le RGPD, c'est peut-être le premier outil finalement à la disposition des entrepreneurs et du grand public. Vous avez, mis en place des outils sur mesure, si j'ose dire, pour les entrepreneurs au MEDEF. Il y en a plusieurs, des outils adaptés. Je pense par exemple à ce module d'assistance en ligne qui est la méthode EBIOS, c'est ça, pour évaluer les risques par exemple. C'en est un parmi tant d'autres. On essaie d'être le plus large possible. De toute façon, tout le monde comprend, il n'y a pas un levier, un bouton sur lequel on va appuyer et tous les problèmes vont être réglés. Donc il faut être très large en termes de vision. Donc oui, au niveau du MEDEF, encore une fois, depuis maintenant plus de 6 ans, 7 ans, on a mis des outils, on a fait des séminaires, des webinaires, rencontré des gens et on va continuer parce que c'est un travail très très important. Au passage, le sujet de sensibilisation des citoyens au sens large, pas uniquement du monde de l'entreprise, est très important et même dès les phases scolaires ou des choses comme ça, parce que le fait de se prémunir contre des attaques, là on parle des attaques sur les entreprises, mais on sait très bien que sur les citoyens, ça aussi, ça peut avoir des impacts. Donc je pense que progressivement à faire passer l'idée à tout le monde que faire attention quand on ouvre des mails ou se prémunir dit que ce sujet est quand même très très important. Ça c'est un point très fort. Après nous on œuvre encore une fois et avec les autres organisations patronales et syndicales d'ailleurs sur ces sujets. Il va falloir qu'on ait un peu plus de moyens. On a parlé tout à l'heure de Nice 2 qui va arriver. Nice aujourd'hui concerne quelques centaines d'entreprises. Nice 2 demain, d'après les derniers chiffres qu'on a obtenus de l'ANSSI hier, c'est plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'entreprises qui, sur le fond, est logique et compréhensible. Maintenant, il y a beaucoup de boîtes, ça va leur arriver comme un seau d'eau sur la tête, parce qu'elles ne savent pas qu'elles vont être concernées, elles n'ont pas investi ou extrêmement peu, elles ne savent pas comment faire. Il y a déjà la liste des secteurs concernés. C'est en construction. En tout cas, c'est en cours d'élargissement. Oui, c'est en cours d'élargissement. Et il n'y a pas aucune critique de mon propos, parce que le sujet est complexe, il est européen, etc. Donc ça met un petit peu de temps. Et on sait très bien que les autorités ont une approche aussi mesurée, à dire les sanctions ne vont pas tomber en octobre 2024, mais il faut un temps d'adaptation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, que c'est un investissement quand même qui est assez conséquent pour l'entreprise, quelle que soit sa taille. Alors ça peut être plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers ou voire des millions, et qui ne génère pas de chiffre d'affaires immédiatement parlant. Donc, ce qui a été évoqué par monsieur le sénateur sur le sujet de dire est-ce qu'il y a des moyens, alors évidemment, ça fait comme d'habitude, on essaie de tirer sur l'État, mais enfin des crédits d'impôt, autre chose, en tout cas des aides ou des amortissements, que sais-je encore, qui permettent aux entreprises d'investir sur ce point qui est majeur. Ça a été dit aussi tout à l'heure, qui est majeur pour leurs clients, c'est-à-dire de plus en plus les très grandes entreprises, avec raison, imposent à leurs fournisseurs de respecter un certain nombre de niveaux de sécurité. Donc il faut le faire, mais tout ça, c'est de l'investissement et les entreprises bougent par elles-mêmes, essayent en tout cas du mieux possible, mais il faut qu'elles aient aussi un petit peu d'assistance à côté. Voilà. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais le problème, c'est aussi de faire comprendre peut-être en entreprise que ce n'est pas seulement l'affaire du responsable de la sécurité informatique. C'est vraiment celle de tous les collaborateurs. Ça veut dire formation continue en interne pour tous les métiers, à tous les étages. Oui, j'ajouterais que c'est bien sûr pas seulement le sujet du RSSI, mais tout le monde, mais c'est un sujet de tous les jours
Moi, je suis chef d'entreprise aussi, donc nous aussi, on a travaillé là-dessus. Alors, le jour où vous faites de la sensibilisation, tout le monde fait attention, puis il se passe une semaine, il se passe 2 semaines, il se passe 3 mois, puis au bout de 6 mois, vous refaites une piqûre, et là, la protection a redescendu, parce que c'est humain, quoi, si je veux dire. Donc, c'est non seulement un travail qui concerne tout le monde, depuis les gens à l'accueil, jusqu'à la direction générale, ou que sais-je encore, mais qui surtout doit être en permanence, on doit être vigilant en permanence. C'est pas simple, bien sûr, d'activer toutes les forces de l'entreprise sur ce sujet en permanence. Il y a aussi peut-être quelques exemples frappants à prendre. Je voudrais qu'on évoque le nombre de plaintes, parce que ça, c'est aussi finalement un bon baromètre. On se rend compte quand les plaintes augmentent, que la prise de conscience augmente aussi, et que du coup, les entreprises qui ne faisaient pas le travail avant commencent à s'y mettre. Les entreprises, d'abord, et c'est peut-être important de le rappeler, elles ont l'obligation de faire des déclarations. Sinon, c'est sanction. Violation, par exemple, de données, c'est, je crois, dans les 72 heures. Quelqu'un m'arrêtera si je dis une bêtise. Oui, tout à fait, dans les 72 heures pour la notification initiale. Et je crois que vous voyez justement à la CNIL grossir le nombre de plaintes depuis que, on parlait du RGPD, depuis qu'il est en place. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on finit aussi par s'habituer à cette fameuse contrainte et à comprendre qu'elle peut jouer en notre intérêt. Oui, alors nous on a vu un doublement du nombre de plaintes depuis l'arrivée du RGPD. Alors toutes les plaintes ne concernent pas la sécurité, il y a beaucoup de plaintes qui sont liées à d'autres aspects du RGPD, mais il y a aussi, on voit effectivement quand il y a des notifications, quand il y a des violations de données notamment qui sont dans la presse, on a souvent parfois pour les services les plus connus des plaintes qui arrivent, et nous ça peut nous conduire effectivement à mener des investigations pour vérifier ce que l'entreprise a pu faire. Pour autant, après, sur nos notifications de violation, où on en reçoit beaucoup moins que ce que voit par exemple cybermalveillance, il y a encore un gros on en reçoit en gros par habitant 40 fois moins que les Pays-Bas. Donc il y a encore un gros travail de pédagogie à faire, ne serait-ce que cette obligation, et aussi pour que les entreprises comprennent que c'est pas, se mettent pas forcément en risque, et que ça peut être aussi une source d'aide, et c'est ce qu'on va essayer de leur apporter. Oui, moi ce que je veux ajouter, c'est que ce qui a changé considérablement dans l'esprit des entreprises, c'est que c'est plus de honte. Il y a quelques années, on était attaqué, c'était oh là là, on ne le disait surtout pas. On dit rien, ça prouve je sais pas quoi, on va passer pour les vilains petits canards, etc., etc. Là aujourd'hui, tout le monde se fait attaquer. Donc bon, on n'a plus honte, je prends vraiment ce terme-là, ou en tout cas on se dit c'est pas un risque finalement, ok, je vais prévenir mes clients, je vais prévenir les fournisseurs, voilà, etc., etc. Ça a changé considérablement. Et le fait, encore une fois, qu'il y ait plus d'informations sur les attaques, oui, parce que peut-être que les malfaisants sont encore mieux armés, mais il y a aussi quand même, ça mesure clairement une prise de sensibilité, enfin une sensibilisation plus importante. Donc dans ce sens-là, c'est positif. Jérôme Notin. Alors, sur le dépôt de plainte, nous, on incite les victimes à déposer plainte, que ce soit à la CNIL ou auprès des services d'enquête, police ou gendarmerie. Et après, on passe la main sur l'aspect judiciarisation. On sait qu'il y a encore un certain chiffre noir. Maintenant, et vous aurez le général Husson tout à l'heure qui va intervenir, qui sera 1000 fois plus légitime que moi de parler de ces sujets-là, mais on voit quand même qu'il y a une vraie montée en puissance du ministère de l'Intérieur sur ces sujets de cybercriminalité, et donc peut-être avec des réorganisations à venir qui vont permettre de faire que les choses permettent aux citoyens d'avoir une visibilité extrêmement intense de ces sujets-là. Et puis je crois qu'il y a également le parquet qui va intervenir, où là, à chaque fois que j'ai des parlementaires devant moi, je me fais citoyen et porte-parole de ma propre personne, qui considère que 3 parlementaires pour faire tout le travail qui est fait, ça suffit pas. 3 magistrats parlementaires. Parfois, les parlementaires deviennent magistrats, ou les magistrats deviennent parlementaires. Mais vrai, oui. Effectivement, merci de ta vigilance, mon cher Nicolas. Donc voilà, on a un public qui écoute religieusement. Vous avez vu. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, et voilà, pour terminer, 3 magistrats avec des assistants spécialisés qui font un travail extraordinaire pour gérer toutes les plaintes, que ce soit du très haut du spectre, donc des menaces étatiques, jusqu'à la petite cybercriminalité, la cybercrapulerie. Je pense que notre point de congestion de la chaîne cyber globale, il est au niveau du parquet et des magistrats. Dans la boîte à outils, est-ce qu'il manque des choses pour aider, pour outiller justement les entrepreneurs de la bonne manière, selon vous, Rémi Cardon ? Oui, alors déjà, face à une plateformisation de la cybercriminalité, il faut une réponse, on va dire, un peu industrielle quand même. Et donc, il faut qu'on arrête aussi d'être un peu chacun dans notre coin,
à faire des Donc propositions. uniformiser les choses. Uniformiser, rassembler et puis porter une feuille de route. Ça, c'est vraiment mon premier vœu. Le deuxième, ça a été dit, c'est-à-dire, et ça se retrouve dans mes propos, on a besoin de moyens supplémentaires. Comment voulez-vous qu'une équipe de 3, l'équipe J3, pour pas les citer, travaille avec un rythme de travail dense, parce que du coup, vu le nombre d'affaires, parfois ça peut vite être dense, et du coup avec une rapidité vif, mais ça suffira pas pour... parce que je dirais que les cybercriminels, comment on les traite? Il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une réponse pénale, il faut en tout cas qu'il y ait quelque chose qui arrive derrière. Si jamais il n'y a pas cette réponse, derrière, il continue. Ce serait presque une transition pour la table ronde qui voilà, suit. c'est une transition... Juste sur les moyens, si on est vraiment très court-termiste, au-delà de la problématique justement de la transition numérique et de la nécessité de se sécuriser et la peur de certains de ne pas aller vers cette transition numérique parce qu'il y a des problématiques de cybersécurité, donc sans aller jusque-là, ne serait-ce que sur les avoirs frauduleux qui peuvent être saisis, 3 magistrats et quelques assistants spécialisés, par rapport aux dernières affaires qui ont eu lieu, je peux vous garantir que la rentabilité, très court terme, elle est extrêmement efficace, enfin extrêmement importante. Christian Poyot, le mot de la fin peut-être sur la boîte à outils. Comment est-ce qu'on peut la remplir davantage? Selon vous, qu'est-ce qu'il manque encore dans l'arsenal pour convaincre les entreprises et peut-être lutter plus efficacement? On débouche sur le sujet des compétences, quoi. Alors des compétences, soit des gens, enfin des ingénieurs et ingénieurs, on espère qu'il y en ait beaucoup plus sur la partie cybersécurité. Là, il y a un manque criant. Alors vous me direz, c'est pas qu'en France, hein. Je sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, ça c'est un point. Donc il faut autant que faire se peut accélérer sur ce sujet de compétences et montrer que c'est un domaine qui est passionnant, ça a été dit tout à l'heure, peut-être qu'il faut faire des séries comme le Bureau des légendes, je sais pas, pour attirer les jeunes femmes et les jeunes hommes sur ce sujet. Donc faire émerger les rôles modèles. Voilà, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas ça, enfin on a ça plutôt. N'égligeons pas le fait qu'on est quand même, on est très pointu en France sur ces sujets, mais on n'est pas encore au niveau de la menace, donc il faut continuer à travailler. Et puis après, c'est de la sensibilisation en permanence par tous les moyens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui modestement, mais on espère de manière efficace, en diffusant la parole et encore une fois de dire oui, c'est un sujet très important, sérieux, qui peut être grave pour vos entreprises, mais soyez-en conscients, vous pouvez prendre des mesures assez simples, assez peu coûteuses, qui à votre niveau vont permettre de limiter en tout cas le sujet. Donc on ne veut pas tomber dans la psychose totale, vous voyez ce que je veux dire, en disant ça y est, on est dans un monde, je ne sais pas si on est en 2093, c'était intéressant tout à l'heure ce qui a été dit, on est en 2023, et prenons le sujet sérieusement, de manière efficace, tous ensemble, et que les pouvoirs publics, les territoriales, les entreprises, etc., on doit pouvoir réussir à traiter le sujet de manière quand même relativement efficace et continuer à avancer dans la transformation numérique. Voilà. En tout cas, j'espère que la prise de conscience est là, avec cette table ronde, ces chiffres qui sont assez parlants et cette boîte à outils qui est à la disposition des entrepreneurs. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Rémi Cardon, Jérôme Notin, Bertrand Payès, Christian Poyot. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ces enjeux qui concernent donc les entreprises. Alors c'est vrai qu'on vient de le mesurer, les attaques se multiplient, elles prennent des formes diverses qui obligent ceux qui nous protègent à faire preuve d'une grande agilité et au fur et à mesure que la cybermenace évolue et se renforce, la réponse sécuritaire doit elle aussi forcément se muscler. De quel arsenal dispose-t-elle? Comment les services de police, de gendarmerie, de justice coopèrent-ils, y compris au niveau international? C'est ce que nous allons voir avec nos prochains invités. Je vais demander à Johanna Brousse de bien vouloir nous rejoindre, Bernard Barbier, au général Christophe Husson et à Philippe Latombe de bien vouloir venir ici sur le plateau.